Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Alors, les deux premières conférences de notre cycle sur Alexandre le Grand, auxquelles vous nous faites l'honneur et l'amitié d'assister, nous ont entraînés dans des lieux et des temps bien divers, de l'Occident médiéval à l'Asie centrale des premiers siècles de notre ère. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver encore dans un troisième espace, un espace qui se trouve un peu entre les deux, le monde sémitique qui, lui aussi, a inventé, imaginé, façonné son Alexandre. Les contacts culturels, nous avons commencé à le voir, prennent eux aussi des physionomies variées. Les récits français du XIIe siècle font du conquérant macédonien presque un personnage de roman de chevalerie, un précurseur de Charlemagne et des croisés, un peu aussi d'un explorateur comme Marco Polo. À l'inverse, des royaumes comme celui du Gandhara importent au pied de l'Himalaya les formes de l'art et de la pensée grecque. C'est peut-être, mais nous allons bientôt le savoir, d'une troisième forme encore d'appropriation culturelle, comme on dit aujourd'hui, dont nous allons être ce soir les témoins, s'il est vrai que le monde syro-palestinien, lui aussi théâtre des conquêtes d'Alexandre, télescope le récit de ces hauts faits avec des traditions religieuses sans beaucoup de rapport avec le monde gréco-macédonien. Pour nous en parler, je suis heureux de donner la parole à celle qui est sans conteste la meilleure spécialiste de ces questions, Madame Muriel Debié, correspondante de l'Académie d'inscription et belles-lettres, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, membre de l'Institut Université de France, consacre en effet sa recherche à l'Orient chrétien, singulièrement celui qui s'exprime dès le IIIe siècle de notre ère en syriaque, la langue héritière de l'araméen. Aucun des aspects de cette culture historiographique, juridique, théologique ne lui est étranger, à telle enseigne que l'ouvrage de synthèse sur le monde syriaque qu'elle a co-signé en 2018 avec ma consoeur Françoise Briquel-Châtonnet a été couronné de nombreux prix, notamment celui de l'Institut du monde arabe. Dans le prolongement de ces recherches, Muriel Debié vient de publier aux éditions des Belles Lettres, donc cette année encore, un livre aussi savant que passionnant, intitulé « Alexandre le Grand en syriaque, maître des lieux, des savoirs et des temps », ce qui la désignait à coup sûr pour participer à notre cycle de conférences. Le sous-titre de ce livre, et comme celui de la conférence de ce soir, est particulièrement évocateur et je pense que nous n'allons pas tarder à en savoir plus à ce sujet. C'est donc sans plus tarder que je lui passe la parole en la remerciant par avance de ce qu'elle va nous dire. Excusez-moi, j'essaie de réactiver l'ordinateur qui s'était mis en veille. Voilà, il n'était pas en état de mort cérébrale, seulement endormi. Je vous remercie, chers collègues, pour votre introduction généreuse. Et je voudrais en introduction, vous dire que je ne vais pas vous parler d'Alexandre le Grand. Non, mais ne partez pas tout de suite. Je ne vais pas vous parler d'Alexandre le Grand, le personnage historique. Je vais vous parler en revanche d'Alexandre tel qu'il a été réimaginé, réapproprié, réinventé au travers de la littérature, au travers des textes, qui sont aussi un moyen d'accéder à une histoire culturelle, même s'il ne nous apporte pas d'informations sur l'histoire à proprement parler. Ce n'est donc pas Alexandre qui est présent dans ces textes, mais c'est Alexandre comme le sont imaginés les auteurs de langue syriaque. Je suppose que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette forme de langue. Et donc je vais vous rappeler ou vous dire que c'est une forme d'araméen de Mésopotamie du Nord, autour de la ville d'Édesse, que vous voyez entourée d'un cercle rouge à l'écran, qui est la capitale d'un petit royaume, le royaume d'Osroène, qui a été, à partir du IIe siècle de l'ère chrétienne, intégré à l'Empire romain, mais qui a conservé une culture hybride, une culture à la fois parthe, donc perse,
et une culture romaine dans une langue qui est une forme donc d'araméen, un araméen différent de l'araméen biblique ou de des araméens juifs ou de l'araméen de Palmyre, par exemple. C'est une forme d'araméen de Urfa ou Urhoi, comme le dit son nom ancien, et d'Essa, comme le dit son nom grec. Et donc cette forme d'araméen a constitué très rapidement la langue des chrétiens du Proche-Orient, et s'est étendue au-delà, comme nous allons le voir. Et cette langue a été une langue extrêmement productive, si bien que l'on a en syriaque la troisième littérature chrétienne ancienne avec le latin et le grec. Et donc c'est d'Édesse que tout est parti, de ce petit royaume indépendant intégré dans l'Empire romain, qui n'a pas perdu avec son intégration l'usage de sa langue. Au contraire, la langue est devenue, parce qu'elle était la langue des chrétiens, parce qu'elle était la langue de la traduction de la Bible de l'hébreu en syriaque, cette langue est devenue la porteuse d'une culture chrétienne bien au-delà des limites de cette province d'Osroène et de ce royaume d'Osroène. Et donc la culture syriaque a la particularité d'être une culture sans État, en tout cas qui n'est plus portée à partir de l'intégration dans l'Empire romain par un État. Et c'est peut-être cela qui a fait aussi son succès. Alors pourquoi parler d'Alexandre en syriaque ? Eh bien parce que nous avons un grand nombre de textes qui ont été soit traduits en syriaque, soit produits en syriaque, qui parlent d'Alexandre et qui reprennent la figure de ce souverain. Je vous remets brièvement à l'écran la carte des conquêtes de l'Alexandre historique, celui dont je ne vais pas vous parler, pour vous montrer les régions qu'il a parcourues et pour vous montrer à quel point ces régions sont les mêmes que celles où s'est répandu le syriaque, comme vous le voyez sur cette carte, le long des routes dites de la soie, en tout cas des routes commerciales, aussi bien maritimes que terrestres, qui vont jusqu'en Inde et qui vont en Asie centrale, et cela fera le pont avec ce que vous avez entendu lors de la précédente conférence, jusqu'en Chine et jusqu'en Mongolie, puisque des missionnaires de langue syriaque, à partir du VIe siècle, se sont répandus le long de ces routes. Ils étaient déjà présents avant cela dans l'Empire perse et ont apporté le christianisme, je vous le disais, en Inde et tout au long de ces routes. C'est aujourd'hui en Inde que l'on trouve les communautés de tradition syriaque les plus nombreuses, avec 7 églises syriaques différentes. Vous voyez donc combien cette langue a été porteuse d'une culture chrétienne qui s'est répandue jusqu'aux limites de l'Asie, depuis l'Asie occidentale jusqu'à l'Asie orientale. Il n'est donc pas très étonnant que les auteurs de langue syriaque se soient intéressés à Alexandre le Grand, qui était passé dans ces mêmes régions où se trouvaient ces auteurs quelques 10 siècles plus tôt. Donc nous allons faire le grand écart entre la période de l'Alexandre historique, ou plus exactement de la mémoire qui est restée de cet Alexandre historique, au travers des textes des auteurs de son époque, puis des auteurs de l'époque romaine qui les ont repris, et enfin, dans une troisième strate, auprès des auteurs de tradition syriaque. Le premier texte par lequel Alexandre est connu, c'est par le roman, dit roman d'Alexandre ou roman du pseudo-Callisthène, parce qu'il a été attribué faussement à Callisthène, un historien contemporain d'Alexandre. Ce roman a été composé en grec. Il porte le titre « La naissance et la vie d'Alexandre de Macédoine ». On voit donc que c'est une sorte de biographie romancée qui suit plus ou moins les épisodes de la vie, mais également du voyage d'Alexandre et de ses armées jusqu'à l'Indus, et qui va jusqu'à sa mort. Ce roman est né en milieu grec. Il est né certainement à la période hellénistique,
sans doute à Alexandrie pour la première version que l'on suppose, la version que l'on reconstitue, mais une version que nous n'avons plus. Ce que nous avons, ce sont des formes qui datent de la période romaine et qui reprennent sans doute ces strates antérieures, et notamment la description de la ville d'Alexandrie. Description de la ville d'Alexandrie qui se trouve au début du roman d'Alexandre et qui disparaît dans des formes ultérieures. Ce roman d'Alexandre a été un best-seller de l'Antiquité et du Moyen-Âge. C'est un texte qui a lui-même circulé, qui a lui-même voyagé, et donc on peut parler d'une histoire et d'un voyage du roman d'Alexandre parallèle au voyage et à l'histoire d'Alexandre lui-même. Ce roman reprend donc cette vie d'Alexandre et la modifie. Il la modifie en grec depuis donc la période hellénistique, en passant par la période romaine, et ensuite la période byzantine, où Alexandre est christianisé, comme dans les traditions latines qui ont fait l'objet de cette première conférence, et Alexandre apparaît un petit peu comme une figure de basileus, de roi byzantin. Et vous avez à l'écran une page de manuscrit grec représentant Alexandre comme un souverain, en l'occurrence un souverain chrétien, et un souverain, comme vous le voyez, entouré de soldats, avec des ennemis à genoux devant lui. Et donc subsiste à la période byzantine cette image du roi conquérant, du roi qui triomphe des peuples des lointains, et notamment des peuples orientaux, puisque, comme vous le voyez, ses ennemis portent des turbans. Et on est là sans doute déjà à la période ottomane, puisqu'on a des développements jusqu'à la période ottomane de ce roman écrit en grec. Mais vous voyez qu'entre la période hellénistique que nous avons perdue, les premières strates de la période romaine et les strates de la période ottomane, le roman grec a considérablement évolué, avec des épisodes nouveaux et avec surtout une nouvelle interprétation d'Alexandre, devenant un basileus byzantin, c'est-à-dire un roi chrétien. Cette christianisation est palpable également dans d'autres langues de l'Orient chrétien, puisque Alexandre est également un souverain christianisé. Je l'ai dit dans les versions latines, il en a été question au début de ce cycle, mais également dans la tradition arménienne, dans la tradition copte et dans la tradition éthiopienne du roman d'Alexandre. Mais curieusement, pas dans la tradition syriaque. Le roman d'Alexandre, traduit en syriaque, a conservé la tonalité païenne de la figure d'Alexandre. Ce qui est étonnant parce que tous les textes syriaques de traduction, par exemple, de la philosophie grecque, ont eu tendance à christianiser ces textes. Mais ça n'est pas le cas du roman d'Alexandre. Ce qui est intéressant également, c'est que, vous le voyez, nous avons ici une page de manuscrit arménien où l'on voit Alexandre également en souverain combattant, monté à cheval et tirant à l'arc. Nous avons des images, comme nous avions des images dans le manuscrit grec et comme vous avez sans doute vu des images dans les manuscrits latins. Nous n'avons aucune image en syriaque dans les manuscrits contenant le roman d'Alexandre. Alors d'abord, nous avons des manuscrits tardifs, des manuscrits du XIXe et du XXe siècle, ce qui est assez fréquent en syriaque, donc des manuscrits qui ont été copiés tardivement, même s'ils conservent un texte qui est un texte ancien. Mais en syriaque, nous n'avons pas d'illustration, parce que la plupart du temps, les images dans la tradition syriaque ne sont pas des images visuelles, ce sont des images contenues dans les mots, contenues dans la poésie, qui est la forme d'expression privilégiée de cette forme de christianisme. Et donc les images, ce sont des images mentales, et quand on lisait le roman d'Alexandre, quand on récitait le roman d'Alexandre en syriaque, on imaginait les scènes, mais on ne les voyait pas représentées dans les manuscrits. Cela tient aussi au fait que la culture syriaque, comme je vous l'ai dit, n'était pas une culture officielle, et donc il n'y avait pas de souverain qui pouvait à la fois souhaiter un miroir des princes avec Alexandre comme modèle,
mais qu'il n'y avait pas non plus de cours pour payer des manuscrits coûteux avec des enluminures. Donc on a plusieurs explications au fait que nous n'avons pas en syriaque d'images, et donc je ne pourrai pas vous en montrer aujourd'hui. En syriaque, le texte porte le titre de « Histoire des exploits et des guerres d'Alexandre, le roi des Grecs, fils de Philippe », ce qui est paradoxal puisque dans le roman, Alexandre, justement, n'est pas le fils biologique de Philippe de Macédoine, il est le fils de Nectanébo, le dernier pharaon d'Égypte. Et si vous n'avez jamais lu le roman d'Alexandre, prenez une traduction en français de n'importe quelle étape du développement du roman. C'est une lecture très agréable. J'ai traduit dans le petit livre auquel faisait allusion Jean-Yves Tilliette, Alexandre le Grand en syriaque, la troisième partie du roman, traduit donc en syriaque probablement au 5e ou 6e siècle. Une version très proche certainement de l'original, ce que l'on appelle la recension delta, et une version qui présente l'intérêt d'avoir conservé des épisodes qui ne se trouvent plus dans les versions grecques qui nous sont parvenues, qui ne se trouvent plus non plus dans les versions latines qui nous sont parvenues, mais qui en revanche vont inspirer la littérature arabe et la littérature persane. Donc pourquoi s'intéresser à Alexandre en syriaque? Non pas parce que c'est une langue un peu rare, peu connue généralement, mais parce que cette langue a conservé des états du texte que n'ont pas conservé les autres. C'est la première raison, et je viendrai ensuite à la deuxième raison. Cette version syriaque, traduite probablement au 5e, 6e siècle, je vous le disais, a conservé des épisodes que nous n'avons plus dans les autres traditions, et on a pensé pendant longtemps que ces épisodes avaient peut-être été ajoutés au moment de la traduction en syriaque, parce que les missionnaires se trouvaient justement sur les routes orientales et auraient imaginé des épisodes nouveaux. Je pense qu'il n'en est rien et que le syriaque nous a tout simplement conservé des épisodes qui, pour des raisons variées liées à la transmission et à l'histoire des textes, n'ont pas été retenus ou n'ont pas été copiés dans les versions grecques et latines, ou arméniennes, ou coptes, ou éthiopiennes d'ailleurs. Quels sont ces épisodes? Je vais évoquer simplement les plus importants d'entre eux. Le premier, c'est l'épisode de l'île Baleine, où les troupes d'Alexandre pensent voir une île au loin, se précipitent et se font dévorer par ce qui est en réalité une baleine. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin des histoires également de Simbad le marin. On est vraiment dans un récit cohérent et en même temps avec des épisodes qui sont des épisodes narratifs qui varient considérablement selon les époques et selon les langues. Donc ici, c'est sans doute un épisode qui se trouvait dans une recension très ancienne du roman d'Alexandre et qui raconte un épisode un peu fabuleux, comme il y en a tant sur ces routes orientales, puisque le but de ce texte est aussi de se confronter avec l'autre, avec le différent, avec des hommes, des êtres humains, mais aussi des animaux inconnus, fabuleux, merveilleux. Et donc ce sont ces mirabilia qui font aussi le sujet de ce roman et qui participent, si vous voulez, de cette mémoire d'Alexandre, qui n'est plus présenté tant comme un conquérant, même si les deux premiers livres mentionnent bien sûr les villes ou les peuples qu'il soumet, mais c'est plutôt une découverte de lieux inconnus, une découverte du tout autre et du tout différent. Et donc Alexandre est en quelque sorte un roi des passages, des seuils, un découvreur plus qu'un conquérant à proprement parler. Et dans ces épisodes merveilleux figure également un épisode où Alexandre tue un dragon. Ce n'est pas une image que l'on connaît bien,
pour la bonne raison qu'elle n'a pas été conservée dans les traditions occidentales, qu'elle n'a pas été conservée en grec. Et cela ne correspond pas non plus aux images que nous avons des saints tuant les dragons, puisque Alexandre n'est pas monté à cheval. Ce dragon est un peu particulier puisque chaque jour, il se rend au bord d'une rivière et il aspire, un peu comme un éléphant avec sa trompe, il aspire des bœufs dont il se nourrit et il empêche le passage vers les montagnes qui ouvrent sur d'autres horizons. Donc il est un être maléfique qui bloque les passages. Et Alexandre réussit à s'en débarrasser en envoyant dans sa gueule des espèces de gâteaux qui le font imploser de l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mise à mort assez particulière, et pour faire bonne mesure et être sûr quand même qu'il est bien mort, il lui envoie aussi des boules de métal chauffées à blanc qui lui entrent dans la gueule et qui finissent de le mettre à terre. Donc cette mise à mort assez particulière, pas d'épée, pas de lance, pas de flèche, est en réalité sans doute une reprise de la version grecque de la Bible, la version de la Septante, où le livre dit de Bel et le dragon. Vous pourrez, une fois rentré chez vous, aller relire ce livre de Bel et le dragon, où le dragon est tué de cette même manière. Donc si on est bien dans un épisode composé sans doute originellement en grec, il a été composé à un moment où l'on connaissait déjà la version de la Septante, et où cette version a pu inspirer le récit que l'on trouve dans le roman d'Alexandre. Et vous voyez par cet exemple comment les littératures et les thématiques peuvent se mêler, et comment ce roman utilise des textes préexistants pour composer une matière nouvelle, un récit nouveau, propre à frapper les esprits. Un autre épisode intéressant est celui de la visite incognito que fait Alexandre au roi de Chine. Alors, dans le roman, Alexandre adore se faire passer pour son ambassadeur, et son ambassadeur se fait passer pour Alexandre. Donc, on a plusieurs épisodes ainsi de changement de rôle. Et c'est le cas dans cette visite au roi de Chine où Alexandre se fait passer pour son ambassadeur. Alors, roi de Chine, c'est vite dit, parce que ce roi n'a pas de nom, et la Chine qui nous est présentée est vraiment une Chine d'opérette. Rien ne rappelle véritablement la Chine. C'est donc une référence à un lieu exotique, à un lieu lointain, à un lieu dont les auteurs ont entendu parler, mais dont ils n'ont sans doute aucune connaissance véritable. Et ce qui est important dans cet épisode, c'est moins la Chine que le fait que ce roi de Chine se sent autorisé à donner une leçon à Alexandre. Alors les leçons à Alexandre sont nombreuses dans l'Antiquité, puisque les philosophes, les stoïciens notamment, ont été les premiers à critiquer Alexandre, sa soif de pouvoir et sa cruauté vis-à-vis des populations qu'il avait soumises. Donc on est dans une tradition antique qui a été revisitée et rendue un peu plus exotique en se situant non pas auprès de Diogène ou des philosophes grecs, mais auprès du roi de Chine. Je vais vous lire quelques lignes de cet épisode. Le roi de Chine a ordonné de faire venir du feutre et il m'a dit « Montre-moi comment Alexandre est fait en taille. » En taille, Alexandre est comme moi. Le roi n'est-il pas plus grand que toi? Non. Donc il faut savoir que dans le roman, nous avons une description d'Alexandre plutôt petit, avec les yeux verrons, c'est-à-dire 2 yeux de couleurs différentes. Il est différent physiquement de son père Philippe et de sa mère Olympias, mais il est en fait le fils biologique de Nectanebo. Il est différent parce qu'il a des dents aiguës, nous dirions peut-être aujourd'hui des dents qui rayent le plancher, et des dents un peu cruelles. Il a également une tignasse de lion et une allure de lion. Donc on a une description d'un personnage qui ne répond pas aux critères de la beauté classique. Et donc le roman, ici, reprend
cette description d'Alexandre, qui était faite déjà par Plutarque, qui est celle d'un personnage un peu étrange. Le roi de Chine poursuit. « Nous qui sommes des hommes d'action et d'entreprise, et qui, avec beaucoup de dépenses, de peine et de travail des bourreaux, tuons un grand nombre d'hommes de notre espèce et de notre sorte, et qui nous emparons d'un grand nombre de contrées, ensuite, sans que nous l'ayons décidé, tout nous abandonne et s'en va. Et du nombre de pays que nous avons pris, et du nombre de régions que nous avons conquises, il ne nous reste qu'un morceau de terre de la taille de ce feutre. » Et il faut comprendre que ce feutre, c'est une pièce de tissu destinée à envelopper le cadavre d'Alexandre. Il me donna aussitôt le feutre entre les mains et me donna aussi une couronne en or, incrustée de perles et de rubis, des coupes pour l'eau de 1000 talents, 10 000 pièces de soie non teintes, 5 000 brocarts de soie, 200 vêtements d'une longueur de jonc et 100 morceaux de cuir préparés, 1000 épées indiennes, 5 chevaux sauvages, 1000 peaux de musc et 10 cornes de serpent, chacune longue d'une coudée. Et il me dit, porte ce présent de ma part à Alexandre. Donc on voit que ce petit passage combine à la fois une critique d'Alexandre telle qu'on peut la trouver dans la philosophie antique, et en même temps une caractéristique du roman qui est d'évoquer la splendeur des confins, la splendeur de l'Orient, au travers des dons que fait le roi de Chine, qui est un roi puissant et qui le montre par ses dons à Alexandre. Et donc le roman, si vous voulez, combine ces différents aspects, reprend de la matière d'Alexandre venue de l'Antiquité et en fait un récit propre à intéresser les auditeurs, puisqu'il faut penser que le roman était peut-être lu, mais surtout écouté, dans le cadre de banquets par exemple. Et on sait qu'encore au XIXe siècle, on racontait en arabe au Maghreb le roman d'Alexandre arabe. On le récitait ou on le lisait en public le soir au coin du feu. Et donc il faut imaginer que cette transmission se faisait aussi de cette manière-là. On a également un autre épisode important qui est celui du voyage d'Alexandre en Sogdiane et le récit de la fondation de la ville de Samarcande. Et c'est bien intéressant parce que nous n'avons pas, dans les textes anciens, de mention du fait qu'Alexandre ait construit et fondé Samarcande. En revanche, nous avons des récits folkloriques, des récits qui se sont transmis jusqu'à aujourd'hui, sur place, à Samarcande, disant qu'Alexandre avait fondé Samarcande. Et donc on a pris ces récits un petit peu à la légère en disant c'est une légende, peut-être, mais en tout cas le roman syriaque garde cette idée qu'Alexandre était le fondateur de Samarcande. Donc dans quelle mesure la littérature et la réalité se rejoignent-elles ici ? C'est une question difficile une question à laquelle il est difficile de répondre. Alors, je vois que voilà, l'affichage ne se fait pas bien. Ça va peut-être revenir. C'était une diapositive destinée à vous faire peur. Donc peut-être que c'est la raison pour laquelle elle ne s'affiche pas finalement. Puisqu'il s'agissait de vous montrer l'arbre généalogique de transmission du roman d'Alexandre, pour vous en montrer la complexité, pour vous montrer à quel point ce texte a été réécrit, recomposé à différents moments de l'histoire et dans différentes langues, et notamment comment la version syriaque a été à son tour traduite en arabe. Et les versions arabes, qui ne sont pas toutes éditées et encore moins traduites, ont été à leur tour traduites en persan. Et il y a à l'écran, faites-moi confiance, vous ne voyez rien, une page d'un manuscrit persan représentant Alexandre tuant le dragon, avec la même histoire, c'est-à-dire d'un dragon qui avale des bœufs. Et on a l'image du dragon avalant un bœuf. Mais cette fois, Alexandre est un Alexandre iranien, et donc il tue le dragon avec des flèches
et un arc. Celle d'après. Ah, peut-être. D'accord. Il n'y a que 2 images sur le... Ah, mais je pense que l'arbre de transmission des versions du roman et le dragon, c'est trop pour la présentation. Donc vous ne verrez pas l'image. Vous la verrez peut-être quand la conférence sera en ligne. Mais elle était destinée, ces 2 images, à vous montrer comment la version syriaque a été une étape ouvrant sur d'autres traditions, d'autres interprétations d'Alexandre en arabe puis en persan. Et dans ces 2 traditions, Alexandre est également fortement revisité, fortement réinterprété au travers du roman. Et donc ce roman a été sans doute le vecteur le plus important de la connaissance d'Alexandre, non pas de l'Alexandre historique, mais d'Alexandre tel qu'on l'a imaginé déjà à la période hellénistique et tel qu'on l'a réimaginé en divers lieux, en diverses langues et en diverses périodes dans les siècles suivants. La deuxième raison pour laquelle on devrait s'intéresser à l'Alexandre en syriaque, c'est pour les textes qui ont été composés en syriaque sur le personnage d'Alexandre, et notamment ce que j'ai appelé l'histoire d'Alexandre, d'après le titre que ce texte porte dans une chronique, la chronique dite de Zouknine, qui est une chronique du 8e siècle, produite en Mésopotamie du Nord, dans les régions d'où le syriaque est originaire. On a là une première histoire d'Alexandre qui est reprise et modifiée dans 2 autres textes, qui sont le Mimro sur Alexandre. Un Mimro en syriaque, c'est une homélie métrique qui a été attribuée à un auteur syriaque, Jacques de Sarroug, un auteur du 5e siècle. Ce texte n'est pas de Jacques de Sarroug, et donc le titre est souvent celui de Mimro du pseudo-Jacques de Sarroug, et dans un autre texte qui s'appelle L'exploit d'Alexandre. Ensuite, le Mimro et l'exploit ont été partiellement repris dans un texte plus tardif, l'Apocalypse du pseudo-Méthode, qui a été composé au 7e siècle, donc juste après les conquêtes arabo-musulmanes au Proche-Orient. C'est un texte syriaque qui reprend l'histoire d'Alexandre. Et vous voyez qu'il a ensuite ce texte une postérité dans un autre texte syriaque, un autre Mimro, et dans des traductions en grec et en latin de l'Apocalypse du pseudo-Méthode. Vous n'échapperez pas à l'arbre de transmission, qui est ici tronqué, donc un peu moins effrayant peut-être, qui vous montre en noir la transmission du roman d'Alexandre, en beige la transmission des histoires syriaques sur Alexandre, le Mimro, l'exploit, la chronique de Zouknine, qui se trouve, je ne sais pas si, oui, vous voyez la flèche qui se trouve ici, et vous voyez également une flèche vers l'Apocalypse du pseudo-Méthode, qui joue un rôle d'intermédiaire, puisque l'Apocalypse du pseudo-Méthode a été traduite en grec, puis du grec en latin. Et ce qui est important, c'est que cette Apocalypse a été reprise également dans ce qu'on appelle la recension epsilon, c'est-à-dire dans une étape de développement du roman d'Alexandre grec. Donc on voit qu'il existe une matière d'Alexandre, comme on parle de la matière arthurienne ou de la matière de Bretagne pour les romans du Moyen-Âge occidental. On a une matière d'Alexandre qui circule d'un type de texte à l'autre. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette matière syriaque d'Alexandre, venue de l'histoire d'Alexandre, est passée dans l'Apocalypse du pseudo-Méthode, qui a été traduite en grec, et de là est entrée dans le roman grec d'Alexandre,
et est entré également, au travers de la traduction latine, dans les romans latins du roman d'Alexandre. Et ces textes sont également passés dans les romans arabes et de là dans les romans persans. Alors, qu'est-ce que ces textes apportent de neuf? Ils sont séparés du roman, en ce sens que cette histoire syriaque tient à elle seule, mais elle suppose connue l'histoire du roman, et en fait, elle crée des épisodes nouveaux. Et dans ces épisodes nouveaux, une des choses intéressantes, c'est que l'on a les voyages d'Alexandre décrivant une géographie très similaire à la géographie babylonienne que l'on trouve dans les tablettes babyloniennes. C'est un peu surprenant, et en même temps, nous nous trouvons en Mésopotamie, Mésopotamie du Nord et Mésopotamie du Sud, avec ces textes syriaques. On a des milliers d'années entre cette géographie babylonienne et la géographie qui apparaît dans ces histoires syriaques d'Alexandre. Comment s'est faite cette transmission? Puisqu'on ne savait plus, à l'époque chrétienne, lire les tablettes babyloniennes. On a dû redécouvrir la langue, les signes qu'elle portait. On pense que c'est au début de l'ère chrétienne que disparaissent les dernières tablettes néo-babyloniennes. Donc on a une rupture dans la transmission des savoirs, en tout cas des savoirs écrits. Et donc l'hypothèse que l'on peut émettre, c'est que ces savoirs sur la géographie mésopotamienne se sont transmis de manière orale, de maître à disciple, dans les écoles, ou dans des contextes, en tout cas, où l'on continuait à s'intéresser à la géographie. Alors, on a un très grand nombre d'écoles dans la tradition syriaque, à la fois dans l'Empire romain et dans l'Empire perse. Elles sont assez bien documentées. On a dans la littérature syriaque tous les genres représentés, y compris la géographie, et ce sont dans des textes géographiques du VIe et du VIIe siècle que l'on a également, comme dans ces histoires syriaques d'Alexandre, cette même géographie, avec, vous le voyez ici, à gauche sur votre écran, une tablette babylonienne qui conserve la plus ancienne carte conservée de la Terre, avec au centre l'Euphrate, un cercle qui est le cercle de l'océan qui entoure la Terre, quelque chose que l'on retrouve aussi en grec chez Hérodote, et à l'extérieur de l'océan, des zones montagneuses, des zones rocheuses qui sont représentées par des triangles. Sur la droite, j'ai essayé de représenter ce qu'était la géographie des voyages d'Alexandre dans l'histoire syriaque d'Alexandre, dans les différents textes qui nous ont transmis cette histoire. Et on a également la terre habitée, les mers brillantes qui sont mentionnées dans la géographie babylonienne, même si elles ne sont pas directement représentées sur la carte, l'océan qui entoure le monde, qui est également un océan où l'on trouve des mers mortes ou des mers qui causent la mort. On a la mention du mont Machou, le mont Massus dans l'histoire syriaque. Ces monts Machou, c'est Gilgamesh, le héros de l'épopée babylonienne, qui les franchit pour passer cet océan normalement impassable et aller au-delà dans l'île où se trouve Utanapishtim, c'est-à-dire le rescapé du déluge. Ici, dans les histoires syriaques, ce n'est pas l'île d'Utanapishtim que l'on trouve, mais le paradis. Alors, il faut savoir qu'en syriaque, le paradis est une montagne, et si l'on en croit le grand poète Éphrem le Syriaque, un poète et théologien du IVe siècle, cette montagne du paradis fait le tour de la terre habitée et se trouve à l'extérieur de l'océan qui entoure le monde. Donc vous voyez qu'on a une géographie
extrêmement similaire à celle de la carte babylonienne. Et l'histoire d'Alexandre mentionne le fait qu'Alexandre voit, au-delà de l'océan qu'il ne peut pas franchir, au-delà de la mer fétide, ce paradis en hauteur, ce qui correspond à ce que l'on a dans la tradition syriaque pour le paradis. Et les 4 fleuves de la Genèse sont décrits comme descendant du paradis, passant sous la terre pour ressortir au niveau de la terre habitée, donc par des conduits cachés, pour éviter que les êtres humains n'essaient de remonter ces fleuves pour atteindre le paradis. Donc vous voyez qu'on a une géographie très particulière qui se trouve à la fois dans les textes géographiques syriaques, dans l'histoire syriaque d'Alexandre, et qui est très similaire à la géographie babylonienne. Donc de manière intéressante, cette littérature syriaque, qui est une littérature mésopotamienne, on ne pense pas au syriaque quand on pense Mésopotamie, on ne pense qu'à la Mésopotamie ancienne, mais on a évidemment des formes de continuité, souvent difficiles à expliquer, mais bien réelles, comme le montre cet exemple, de transmission des savoirs mésopotamiens sur la très longue durée, jusqu'au début de la période chrétienne, et là jusqu'au 6e ou 7e siècle. Les épisodes nouveaux apportés par l'histoire d'Alexandre, donc là c'était, j'allais dire, le cadre géographique que je vous ai présenté du voyage d'Alexandre dans cette histoire syriaque. Les épisodes qui sont mentionnés, les principaux, sont d'une part la construction d'une porte de fer par Alexandre contre les peuples eschatologiques de Gog et Magog. Et c'est là que nous arrivons de la royauté à l'eschatologie, puisque Alexandre est un roi présenté comme un roi, un proto-chrétien, si vous voulez, un roi juste, qui a reçu une inspiration, une révélation même. C'est pourquoi on peut parler d'apocalypse d'Alexandre qui ont été composés en syriaque, puisqu'on a un être surnaturel qui apparaît à Alexandre et lui révèle un certain nombre de choses concernant la fin des temps et concernant également son combat contre les Perses et contre les Huns. Donc cet épisode de la construction de la porte est intéressant parce que, pour la première fois, se trouve combinée dans ces textes la dimension eschatologique des peuples de Gog et Magog et la construction de la porte. Donc Alexandre a été crédité depuis l'Antiquité de la construction de ce qu'on appelle d'ailleurs les portes d'Alexandre ou les portes caspiennes autour de la mer Caspienne. Et vous avez une carte qui vous montre les 3 sites principaux qui sont Darial, Derbent et Gorgane. Ces noms ne vous disent sans doute rien, et pourtant le mur de Gorgane était le plus long mur de l'Antiquité, bien plus important que le mur d'Adrien en Angleterre, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. Le mur de Gorgane était un mur de défense absolument colossal, avec des forts, des portes, et tout un système à la fois commercial et agricole des 2 côtés du mur. Ce mur était destiné à protéger l'Empire perse, mais également l'Empire romain, des incursions des Huns. Et ce mur a été renforcé au 5e et au 6e siècle, au moment où les Huns étaient particulièrement actifs. Alors, quand on dit les Huns, on pense à ce cavalier à cheval tirant à l'arc, et on pense à des tribus nomades. Mais en réalité, les Huns étaient organisés en un royaume très puissant qui battait monnaie, des monnaies inspirées des monnaies de l'Empire perse sassanide, et n'étaient pas du tout des tribus allant dans les steppes un peu au hasard et à l'aventure. On a une vraie diplomatie, au 4e et au 5e siècle, et les Huns ont fait de multiples incursions dans l'Empire perse et jusque dans l'Empire romain. Vous connaissez bien sûr l'histoire d'Attila.
Donc on est ici dans les régions orientales où les Huns frappent régulièrement et où les Huns sèment la terreur, puisqu'on lit dans les textes que les cris que poussaient ces guerriers terrifiaient littéralement les armées perses et les armées romaines, mais également les populations qui avaient le malheur d'être sur leur chemin. Et donc la littérature syriaque a conservé le souvenir des incursions des Huns, et on a un certain nombre de poèmes qui ont été écrits contre les incursions des Huns. Donc on voit que c'est une réalité de la vie, j'allais dire presque quotidienne, au IVe et au Ve siècle, et jusqu'au VIe. Donc Alexandre, crédité dans l'Antiquité de la construction de ces portes, dans le texte de l'histoire syriaque, construit les portes contre les Huns, qui sont assimilés au peuple de Gog et Magog. Les peuples de Gog et Magog sont mentionnés dans le livre d'Ézéchiel et également dans l'Apocalypse selon saint Jean. Mais dans ces textes, ce ne sont pas des peuples apocalyptiques, ce sont des peuples des confins, ce sont des peuples venus dans l'histoire du royaume d'Israël pour lutter contre Israël. Donc ce sont des peuples qui sont connotés négativement, et encore Gog est une terre, tandis que Magog est un peuple. Donc ces peuples dans la Bible ne sont pas connotés eschatologiquement. Ils le sont en revanche pour la première fois dans les textes syriaques, qui associent la construction de la porte par Alexandre et ces peuples qui doivent revenir à la fin des temps. Donc la porte qu'Alexandre construit est destinée à retenir la fin des temps, à l'empêcher, jusqu'au moment où Dieu va décider de lâcher ces peuples sur la terre habitée. Ils vont commettre des massacres épouvantables, et à la fin de leur passage, viendra l'Antéchrist, puis la deuxième venue du Christ, et commencera le scénario du jugement dernier. Donc on voit qu'on est dans un scénario eschatologique et même apocalyptique, où Alexandre est celui qui construit la porte, mais il n'est pas celui qui décidera de l'ouverture de la porte. Le deuxième élément que l'on trouve est une prophétie que reçoit Alexandre et qu'il répète à son tour. Donc Alexandre est présenté comme un prophète, un prophète ayant reçu une révélation, en grec littéralement une apocalypse. Et Alexandre a reçu donc la prophétie de sa victoire contre les Perses avec l'aide de Dieu qui va combattre à ses côtés. Donc on voit qu'on est dans un scénario chrétien et plus du tout dans la version païenne du roman grec ancien ou du roman syriaque. Et enfin, le troisième élément de cette histoire, c'est qu'Alexandre signe un traité de paix avec le roi de Perse. Et on peut voir là la référence aux traités qui sont effectivement signés au 5e et au 6e siècle, et les textes datent sans doute du 6e siècle, entre l'empereur romain, les empereurs romains et les rois de Perse, les chahs sassanides. Ce traité de paix est intéressant parce qu'il mentionne le fait que les Romains vont donner un tribut à l'Empire perse et vont donner des troupes pour garder les portes caspiennes. Et donc, on a l'impression d'être dans un roman, mais cela correspond à une réalité, puisqu'en effet, les troupes romaines aidaient à garder ces murs, ces passes de Darial et de Derbent, étaient stationnées dans les forts, puisqu'il s'agissait d'arrêter les Huns avant leur entrée dans l'Empire perse, parce qu'une fois qu'ils étaient là, ils déferlaient sur l'Empire romain. Et donc, cette histoire a conservé quelque chose de la réalité de cette géopolitique du VIe siècle, de même que le texte mentionne que ces portes de fer sont construites par des ouvriers qui les travaillent comme de la terre crue. Or, au VIe siècle, ces forts et ce mur de Gorgane sont effectivement en terre crue. Et c'est à partir du 7e siècle que l'on va les reconstruire en pierre. Donc la manière de décrire ces portes qui sont supposées être en fer et qui en même temps sont décrites comme étant fabriquées avec de la terre crue correspondent aussi à une réalité du VIe siècle. Et donc on voit qu'ici, la littérature
rejoint en partie la réalité ou a repris un peu de la réalité. Et donc l'élément intéressant dans avec ces trois épisodes, c'est que le récit de la... Pardon, je voulais passer au stade précédent, si je peux, pour vous montrer que ces récits de l'histoire d'Alexandre que l'on trouve en syriaque se retrouvent également en arabe. Donc voilà l'image qui vous manquait tout à l'heure, hein, avec le dragon mangeant les bœufs et Alexandre à droite comme un guerrier perse avec son arc et ses flèches. Et je voulais vous remontrer donc l'arbre de transmission parce que l'histoire d'Alexandre, donc présente en brun, a influencé les romans arabes, mais au-delà, a influencé également, vous le voyez en vert au milieu, je n'ai pas mis de flèche parce que on ne sait pas exactement quelle est la version syriaque qui a inspiré le Coran, mais l'épisode de la construction de la porte contre les peuples de Gog et Magog a un parallèle textuel, c'est-à-dire qu'on peut mettre le texte syriaque et le texte coranique dans des colonnes pour voir la similarité, et c'est quelque chose qui a été montré depuis longtemps. Le Coran reprend cette idée qu'Alexandre construit alors un mur plutôt dans le Coran contre les peuples de Gog et Magog, ou Ajouj et Majouj. Et ce qui est intéressant, c'est que ce passage coranique a également une dimension eschatologique, comme dans l'histoire syriaque. De même que certains épisodes de la sourate qui reprend ce thème mentionnent le voyage d'Alexandre jusqu'au bout de la terre, où nous disait le roman d'Alexandre, et nous dit également l'histoire syriaque, des boules de feu tombées du soleil sur les populations effrayées qui devaient se cacher, de même que les oiseaux, pour échapper à la brûlure du soleil très proche de la terre. Et donc ce passage dans le Coran est extrêmement allusif et ne peut se comprendre qu'avec, j'allais dire, l'arrière-texte de l'histoire syriaque d'Alexandre. Donc on voit qu'il y a plusieurs éléments de cette histoire qui ont été repris. Et cet épisode de la construction du mur contre Gog et Magog se retrouve dans le Coran, mais se retrouve aussi dans les romans d'Alexandre arabes et dans les romans d'Alexandre persans. Donc on voit que cette histoire qui s'est écrite au VIe siècle, développée avec différents textes en syriaque, est ensuite passée dans plusieurs types de littérature arabe et persane, les romans, mais avec l'intermédiaire du Coran et de la sourate, mentionnant non pas Alexandre par son nom, mais Zulkarnain, c'est-à-dire l'homme aux deux cornes, derrière lequel de nombreux commentateurs arabo-musulmans ont vu Alexandre le Grand, puisqu'Alexandre est représenté sur ces monnaies avec les doubles cornes du dieu Amon. Vous avez certainement vu des monnaies d'Alexandre. Et donc le Coran reprend cette image d'Alexandre aux deux cornes, Zulkarnain, et le réinterprète, le reprend à son tour, en effaçant le nom d'Alexandre, en ne gardant plus que cet épisode de la construction de la porte. Et jusqu'au début du XXe siècle, cet épisode coranique était récité dans les mosquées le vendredi, là aussi, comme un moyen de retarder la fin des temps. Et donc on voit que cette idée qui était présente dans l'histoire syriaque, Alexandre construit la porte pour retenir la fin des temps, pour l'empêcher, jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Cette idée a été reprise dans la sourate coranique et dans la manière dont la sourate coranique a été récitée, a été utilisée dans la liturgie musulmane.
Et donc on arrive là, si vous voulez, au bout de la transmission de cet épisode, depuis un texte composé en syriaque, repris dans le Coran, repris dans les romans, et cela ne doit pas, cette transmission ne doit pas nous étonner, puisque de très nombreux missionnaires syriaques se trouvaient en Arabie avant l'islam, que l'on a des Arabes chrétiens en Arabie, mais aussi dans toute la région du Proche-Orient avant l'islam. Et on a une circulation à la fois des personnes et des textes. On a des Arabes qui étaient chrétiens, qui avaient leurs propres prêtres, leurs propres évêques. Et donc, tout un personnel ecclésiastique qui était susceptible de connaître la littérature syriaque. On a d'autres textes du Coran, comme la fameuse sourate de la caverne, qui reprend également un texte apocryphe chrétien. Et donc il est vraisemblable que l'histoire syriaque d'Alexandre a circulé d'une manière que nous ne comprenons pas, parce que nous n'avons pas les attestations claires de sa présence en Arabie. Mais ce qui est certain, c'est que le Coran nous montre une réappropriation de cette histoire syriaque. Et donc là encore, il faut le voir comme une réécriture dans une autre langue, un autre contexte religieux. Et Alexandre, ou plus exactement Zulkarnaïn, mais c'est le cas d'Alexandre lui-même qui porte les deux noms souvent dans les romans persans et arabes, Alexandre et Zulkarnaïn. On a eu cette fois une islamisation d'Alexandre, de même qu'on avait eu une judéisation d'Alexandre dans les romans d'Alexandre en hébreu. Donc on voit que c'est une circulation avec des changements de langue, des changements d'époque, mais aussi des changements de contexte religieux, de culture au sens large. Et l'histoire d'Alexandre est à voir comme un fil de transmission et de recomposition perpétuelle, et d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui, quand on continue à faire des lectures orales du roman d'Alexandre, on continue cette manière de transmettre non pas l'histoire d'Alexandre, mais une ou plutôt des histoires d'Alexandre sur la très longue durée. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues, de ne pas nous avoir parlé d'Alexandre le Grand, de nous avoir montré à quel point ces traditions, comment à la fois nous sommes en présence, l'inventivité que manifestent ces traditions fabuleuses et la façon dont elles sont quand même ancrées dans des réalités historiques. Donc ça, c'était tout à fait passionnant. Nous avons le temps pour quelques questions, si le public a des éclaircissements à demander sur tel ou tel des aspects si riches de cette présentation, de cette conférence. On a une question là-bas. Oui, bonsoir et merci pour cette conférence tout à fait passionnante. Je vois d'ailleurs qu'elle a suscité énormément de public dans la salle. J'aurais deux questions à vous poser. Vous avez évoqué la critique des philosophes qui dénoncent l'hubris du conquérant. Est-ce qu'il existe d'autres légendes noires d'Alexandre au cours des siècles? Ce serait ma première question. Et puis une deuxième question totalement différente. Est-ce que l'étendue du champ de recherche, avec la multitude de langues en jeu, vous conduit à travailler de façon collaborative avec des équipes étrangères dans le champ académique? Merci. Alors oui, et bien évidemment, pour travailler sur des traditions comme celle-là, il faut travailler de manière collaborative avec des spécialistes des différents domaines linguistiques, puisque chaque tradition est très complexe en elle-même. C'est-à-dire que là, je n'ai absolument pas parlé, puisqu'il en a déjà été question, de la partie occidentale de l'évolution de l'histoire d'Alexandre. Et donc cela suppose d'avoir des spécialistes des différents domaines et des différentes époques également concernés. Pour ce qui est des critiques, on a eu des critiques faites par les philosophes,
encore à la période romaine, mais on trouve également des critiques dans les sentences. Je n'en ai pas parlé, mais j'en parle dans le livre, dans la deuxième partie, les sentences des philosophes sur le cercueil d'Alexandre. C'est évidemment un lieu qui se prête très bien à une réflexion sur sic transit gloria mundi, ainsi disparaît la gloire du monde. Et donc les philosophes sont présentés comme venant à tour de rôle parler devant le cercueil d'Alexandre et également sa mère Olympias. Et la plupart des interventions des philosophes ne sont pas extrêmement positives pour Alexandre. C'est plutôt toi qui n'as cessé de parler pendant que tu étais vivant, ben voilà que tu es bien obligé de te taire, tu as tué des milliers de gens, tu t'es emparé de terre et voilà que maintenant tu n'as plus rien que ce feutre dont parlait le roman. Et donc on a, si vous voulez, une tradition de sentences des philosophes qui continuent, alors qui sont des traditions, là pour le coup, que l'on trouve en arabe, dont certaines ont été traduites en syriaque, mais que l'on ne trouve pas en grec. Et ces sentences des philosophes sont intégrées dans les romans arabes et les romans persans d'Alexandre. Donc on voit que cette tradition s'est poursuivie à la période médiévale dans d'autres contextes et sous d'autres formes que prennent ces sentences sur le cercueil. Des sentences funèbres en quelque sorte. D'autres questions? Mais en tout cas, je ne peux que vous encourager à lire le roman d'Alexandre. Prenez n'importe quelle version ou prenez-en plusieurs pour compléter les différents épisodes. C'est tout à fait distrayant et amusant. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut encore remercier Muriel Desbiens. Et donc, si vous le voulez bien, nous nous retrouvons dans 3 semaines, le 25 novembre, enfin en Grèce, autour de l'exposé de mon confrère Laurent Pernaut.